Imaginez qu'on frappe à votre porte et qu'on vous demande des informations vous concernant pour les services de l'État. Nom complet, date de naissance, numéro de téléphone, adresse email, adresse du domicile, parcours scolaire et professionnel, situation amoureuse, nom et photographie des membres de votre famille, de vos amis et de tous vos proches. Photos et vidéos de vous-même remontant à aussi loin que possible, tendances politiques, historiques de vos déplacements, livres favoris, musique préférée et en fait, tout ce que vous aimez. Le feriez-vous? Sur les réseaux sociaux, on donne toutes ces informations et plus encore volontairement et sans nous inquiéter un instant de ce que ces géants du web en feront. C'est un petit extrait que j'ai récupéré du livre de Catherine Price. En scrollant sur Instagram, en cliquant sur accepter les cookies, en autorisant une appli à accéder à nos contacts, on laisse entrer Big Brother dans notre poche et on l'appelle smartphone. Antonio Garcia Diaz, ancien chef de produit chez Facebook, disait que la plateforme était le régulateur de la plus grosse accumulation de données personnelles depuis l'ADN. Alors aujourd'hui, on se pose la question, sommes-nous tous surveillés et à quel prix? C'est ce qu'on va voir ensemble. Hello, c'est Quentin et bienvenue sur Bubble, le rendez-vous incontournable pour les amoureux de nouvelles technologies et du design. Comment ça va mes petits osios? Impeccable. Moi, parfaitement bien. Bien reposé? Sujet très, Ah ouais, oui, merci bien. C'est douce voix. Sujet très captivant. Sujet sulfureux qu'on va discuter aujourd'hui. On va faire un petit point historique et en même temps, on va vous raconter pas mal d'anecdotes sur des faits réels, sur ce qui s'est passé. Alors, c'est un sujet qu'on peut prendre à gauche, à droite, sur beaucoup d'axes différents. Mais je voulais vous commencer par vous introduire un petit peu la base de cette utopie, de cette dystopie même. Parce qu'en 1949, un fameux George Orwell imagine dans son roman 1984 une société cauchemardesque où Big Brother surveille en permanence chaque citoyen. Cette figure est devenue un petit peu le symbole de la menace d'une surveillance totale. Et si à l'époque ça relevait de la dystopie littéraire, la réalité technologique d'aujourd'hui s'en rapproche dangereusement. Je peux vous rappeler un petit point, hein. En 1970 on a eu un petit avant-goût avec en 72 le scandale du Watergate qui a éclaté lorsque des hommes liés au président américain Richard Nixon ont été surpris en train de poser des micros dans le bureau de ses opposants politiques, ce qui a fait que Nixon a démissionné 2 ans plus tard. En tout cas, la leçon est claire. Même à l'ère analogique, l'intrusion dans la vie privée au nom du pouvoir était déjà une ligne rouge. Aujourd'hui, nos téléphones, nos ordinateurs et même nos objets connectés peuvent devenir autant de téléscreens orwelliens qui épient nos faits et gestes. Entre les programmes de surveillance étatique justifiés par la sécurité publique, avec des grosses guillemets, les modèles économiques des géants du web fondés sur nos données personnelles et les risques croissants pour le respect de la vie privée, la frontière entre protection et intrusion s'estompe de plus en plus. Avec la technologie moderne, il y a de plus en plus de problèmes qui sont survenus. Vous, c'est quoi le premier truc qui vous vient en tête là tout de suite ? Je pense que pour moi, le premier scandale d'espionnage de masse qui a vraiment résonné auprès de tout le monde, c'était l'époque avec Edward Snowden. Ouais. Prism, le programme Prism. Snowden, il y a eu un film très bien là-dessus. C'est un peu romancé, mais c'est bien. C'est un peu romancé, mais pour avoir les bases du truc, de toute façon, on va vous donner les grandes lignes dans ce podcast, mais si vous voulez avoir des images, bah franchement, ça peut être un bon premier point. Et pour un truc un peu plus popcorn, t'as Ennemi d'État, qui était un film de Will Smith produit par Tony Scott en 98, qui était effleurait déjà un peu le sujet, avec carrément cette vue un peu emblématique du film, où t'avais un satellite qui venait voir où se trouvait donc le personnage incarné par Will Smith qui essayait de fuir. Bref, ça montrait déjà un petit peu tout l'arsenal possible et inimaginable, notamment par l'État, pour pouvoir pister quelqu'un ou autre. Voilà, c'est assez ouf. Bah, je pense qu'on peut commencer par cette histoire avec Snowden. Pour vous donner les grandes lignes, c'est en 2013 que Edward Snowden, qui était un jeune analyste de la NSA, l'agence de sécurité nationale américaine, qui a révélé l'existence de programmes de surveillance de masse sophistiqués. Globalement, il a répandu des documents ultra secrets à la presse. Ouais, c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle un lanceur d'alerte dans le milieu. Donc, c'est une personne qui est à l'intérieur ou qui a des informations liées à un programme qui peut, ou à une actualité, on va dire, une information, et il a besoin de la partager pour mettre en évidence un problème évident. Donc, il y avait Julian Assange, pareil, qui avait mis en place la plateforme Wikileaks, qui permettait effectivement aux lanceurs d'alerte de les contacter, d'envoyer des informations en toute sécurité. Ah ouais, c'est pour ça Wikileaks ? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Wikileaks, ça permettait en gros à toute personne qui aurait à sa détention des informations qu'elle voudrait partager
pour mettre la lumière sur un truc un peu fumeux ou un truc illégal ou ce genre de choses-là, principalement des journalistes d'investigation en général, ils pouvaient les envoyer de manière complètement anonyme, de manière complètement transparente, sécurisée. L'idée, c'était qu'on ne puisse pas revenir vers toi. C'est-à-dire que si tu as besoin, comme l'a fait Edward Snowden, de partager ce truc-là, lui, il a mis son nom en avance et ça a appuyé la légitimité de ses propos, puisque c'était quelqu'un qui était du métier, c'était quelqu'un qui a travaillé, qui a vu ce programme de ses propres yeux, le programme PRISM dont tu parlais. Et du coup, la contrepartie de ça, c'est pourquoi l'État s'acharne contre ces gens-là, c'est qu'il dit ça aussi, ça cause des problèmes de sécurité nationale, où ça peut mettre en danger des agents qui travaillent sous couverture dans des affaires, etc. Donc, on l'a qualifié de traître. Edward Snowden, il a été obligé de s'exiler, il est toujours... Il est toujours, comment on appelle ça, il est en Russie, ils veulent l'extrader, ils veulent le ramener aux États-Unis. Chaque moment, il était dans une ambassade, il est resté genre des années bloqué dans une ambassade, et après, t'es sûr que... Ah, c'est Snowden dont tu parles, oui, je crois que je confonds avec Snowden, il me semble qu'il a fui quasiment directement. Il est passé à un endroit et après il est allé en Russie. Là, je crois qu'il est toujours en Russie. Je confonds avec le gars de Wikileaks, justement. Assange, il est en tôle. Oui, il a été extradé, mais il est resté bloqué dans une ambassade pendant très longtemps. Edward Snowden, il a révélé du coup des relevés téléphoniques. Ça fait partie un petit peu de ce truc-là où des millions d'abonnés de l'opérateur Verizon aux États-Unis savaient globalement qui appelait, quand appelait, pendant combien de temps, et ça sur une échelle industrielle. Officiellement, c'était que des sortes de métadonnées, mais on pouvait clairement retracer l'historique d'une personne, quoi. Ça a été même plus loin, puisqu'il y a même des chefs d'État qui ont vu leur conversation un petit peu mis au grand jour. Et d'ailleurs, je pense que ce qui a aussi choqué, même si ça me paraît bizarre de tomber des nues, mais tout le monde sait que les Américains surveillent un peu tout le monde. Ah bon ? Mais en même temps, ce qui choquait les politiques notamment, c'est qu'ils espionnaient leurs alliés. T'as des trucs très embarrassants qui sont sortis à l'époque sur la chancelière allemande, sur même le président français. Et à un moment, il y a eu des trucs, des petites anecdotes, genre, je sais pas, lui c'est un con, ou des trucs comme ça, qui sont sortis, qui mettaient mal à l'aise beaucoup de... Voilà, ça a été vraiment un peu un séisme politique qui fait que ça a remis... en cause aussi la confiance des uns envers les autres. C'était très clandestin et c'est surtout que même c'était de l'exploitation des données d'Américains. C'est-à-dire que même la NSA espionnait ses propres concitoyens. Oui. Et c'est pour ça que ça a fait une grosse tollée. Faut voir ça un petit peu comme un portail. Imagine, tu es sur un portail, tu tapes le numéro de téléphone de quelqu'un, son adresse mail, son nom, etc. Et tu as toutes les infos de toutes ces bases. Donc ça pouvait être Yahoo, ça pouvait être Skype, parce que c'était Skype à l'époque, ça pouvait être Facebook, ça pouvait être tous ces réseaux-là, Google, encore une fois, Verizon, t'en as parlé, tous les comptes comme ça, toutes ces données-là, les remettaient, puis ça te dressait un profil de la personne. Encore une fois, si demain tu as tes adresses enregistrées dans Map, que tu vas courir sur Strava, etc., il faut bien se rappeler que c'est stocké quelque part. Donc potentiellement, quelqu'un y a accès. De toute façon, globalement, tout ce que j'ai dit en intro sur tout le résumé, le récap de ce qu'on publie sur les réseaux, ça c'est un truc auquel ils pouvaient avoir accès. Exactement. Donc t'as tout. Et il y a une loi très particulière aux États-Unis. Il y en a une et demie. Tu as le Patriot Act et tu as le Cloud Act. Le Patriot Act, c'est une loi américaine qui dit que si on a la suspicion que quelqu'un cause un problème pour la sécurité nationale, globalement, on peut accéder à ces données lui concernant sans avoir de réquisition judiciaire à faire. C'est-à-dire qu'une agence privée peut demander, sous terme du Patriot Act, l'accès à toutes tes infos sur ton Facebook, sur ton adresse mail. C'est un passe-droit, quoi. C'est complètement un passe-droit et c'est pour ça qu'on a plein de problèmes en Europe avec tout ce qui est fourniture des stockage des données sur des services alimentés par des sociétés américaines, Microsoft, Facebook, Google. En fait, 90%, quoi. Et tu as même des fois, ça appelant, parce qu'on parle beaucoup des données Internet, mais des fois, c'est la porte ouverte aux entrées, aux données de stockage que tu as sur une machine, sur une clé USB. Ça peut aller jusque-là, en fait. Mais il y avait même des outils britanniques comme XKeyscore ou Tempora qui justement, ça en plus c'est un truc très privé, qui justement pouvait aller rechercher et capter presque tout ce que pouvait faire un utilisateur sur Internet et intercepter du coup ces flux de données qui pouvaient transiter. Il y a un vrai problème de sécurité nationale, je trouve, où en fait ça peut primer sur n'importe quel fait et geste. Il y a une affaire moi qui m'a un peu interpellé et vous vous en souvenez peut-être, c'était assez récent.
en 2015 l'affaire San Bernardino, le moment où en fait Apple a dit non globalement au FBI. Ouais. Suite à un attentat qu'il y avait eu dans un lieu religieux. Exactement, ouais, c'est ça. C'est un couple radicalisé qui a tué 14 personnes dans une attaque terroriste en Californie. Et ces 2 personnes-là, enfin en tout cas l'une des 2, avait un iPhone 5C à l'époque. Vous vous rappelez de l'iPhone 5C Très cool, très cool. J'aimais beaucoup ça. Bref, blague à part, le FBI pouvait pas accéder justement aux données du téléphone. Ils ont demandé à Apple de créer une sorte de version spéciale d'iOS pour pouvoir justement désactiver toutes les sécurités, notamment au niveau du code, parce que vous savez que si vous tapez 10 fois un code erroné et si vous activez l'option, soit ça bloque le téléphone, soit il se réinitialise carrément. Ouais. Et le FBI voulait créer carrément une backdoor en fait pour pouvoir accéder à ces informations. Ouais. Et Apple a dit et ils l'ont pas fait qu'une fois, hein, parce qu'après, tu avais les Anglais qui devaient avoir, par une loi qu'ils avaient passée, les données des Anglais sur les serveurs iCloud devaient avoir une backdoor. En fait, ils devaient avoir une clé maîtresse. Ils voulaient que le gouvernement ait une clé maîtresse pour accéder aux données iCloud qui sont stockées sur les serveurs des Anglais, du coup, sur du territoire. Mais a priori, ça ne concernait pas que les utilisateurs anglais, ça concernait toute personne qui était susceptible d'avoir ces données enregistrées en Angleterre. Donc, c'était assez fou comme histoire. ça c'est dingue, et puis ça crée un débat mondial, genre est-ce que tu veux privilégier le chiffrement fort de tes données ou alors la sécurité publique entre guillemets National, ouais, du territoire. Ouais, et puis ça, il y a un vrai problème, je trouve, de compromisation, si on peut dire ça comme ça. Compromission, et bah compromisation, je préfère. C'est pas mal, j'aime bien compromisation. Je le garde pour mes prochains meetings pour que tous mes collègues ils me fassent. Pardon ? Exactement. Mais c'est pas la première fois que tu as ce genre de truc-là. Tu as parlé de notamment XKeyscore, qui était ce fameux programme qui permettait d'accéder aux informations d'un appareil. En 2010, la CIA et la NSA, ils ont travaillé conjointement pour créer le programme Stuxnet, qui a permis d'entrer dans les sites d'enrichissement iraniens et en fait, l'objectif de ce programme, c'était de trafiquer les relevés de certaines bobines. Alors, c'est pas des bobines, mais de centrales. Tu sais comment le nucléaire, ça fonctionne. Tu fais chauffer de l'eau avec de la fission nucléaire. L'eau, elle fait tourner des turbines. Ça faussait le relevé des turbines pour, en gros, péter l'enceinte et couper une ville à côté d'électricité pour une autre opération militaire. Donc, c'était de la dissimulation. Comment ils ont fait ça ? Ils ont passé très longtemps à décortiquer les programmes qui alimentaient ces centrales-là. Ils les ont déposés dans des clés USB dans un parking. Ils ont attendu qu'un mec le branche sur le système de la centrale. Et boum, système en carafe. C'est encore des scénarios qu'on voit aujourd'hui pour rentrer dans certaines sociétés. Et comment ils ont fait ça ? Du coup, alors toute cette opération conjointe, c'était utilisé avec... ça a été créé à partir de ce qu'on appelle des zero-day. Des zero-day, qu'est-ce que c'est ? C'est des vulnérabilités qui existent dans des systèmes. Tu peux en avoir pour n'importe quel système informatique, pour n'importe quel logiciel, que ce soit iOS, que ce soit macOS, que ce soit Windows, Microsoft, peu importe. Sur les Windows Phone aussi ? Windows Phone, tu peux en avoir sur Android, tu en as vraiment partout, tu en as même sur les navigateurs. En fait, on a sur tous les logiciels. Enfin, tu peux en avoir potentiellement sur tous les logiciels. Et là, ce qui est intéressant avec la zero-day, c'est que, en fait, c'est une zero-day à partir du moment où elle n'est pas connue du public et où tu n'as pas de patch disponible. Ouais, c'est une vulnérabilité qui vient d'arriver et tu ne sais pas comment la traiter. Quoi. Alors, vient d'arriver, pas forcément, parce que en fait, tu peux l'avoir pendant 3 ans, ça peut rester une zero-day pendant 3 ans, mais mais tu ne la révèles pas, parce qu'en fait, si personne ne la connaît, ils vont pas la patcher. Ouais. S'ils la patchent pas, tu peux toujours utiliser cette vulnérabilité. Mais ça veut dire qu'elle est connue, mais pas que de toi. Alors, elle est connue. Alors, la zero-day, fondamentalement, n'est pas connue du public. C'est-à-dire que admettons, la NSA peut avoir une zero-day qui peut être connue par tout le département de forensic ou de malware, d'analyse des malwares de la NSA. Mais ça reste une zero-day parce que le public n'en a pas connaissance et que du coup, ils peuvent toujours l'exploiter dans des systèmes justement pour bypass certaines protections et accéder, faire déclencher des actions non voulues sur le logiciel. Et l'intérêt, c'est justement d'accéder à ce système-là, en fin de compte. Donc, soit d'en prendre le contrôle, soit de pouvoir exfiltrer des données, soit toutes ces choses que tu pourrais faire si en temps normal, tu étais un utilisateur légitime avec des droits d'accès potentiellement élevés. Pour finir l'histoire d'Apple, finalement, le FBI a fait appel à Cellbrite, une entreprise israélienne, pour justement déverrouiller l'iPhone sans Apple. Ouais. Bon, c'est... voilà. T'en as des logiciels comme ça, c'est beaucoup des Israéliens qui font ça. Alors, petite anecdote là-dessus, normalement, les Israéliens, ils ont ce qu'on appelle le Five Eyes. Là-dessus, le Five Eyes, qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce d'alliance entre les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et en fait, entre guillemets, ils n'ont pas le droit, ils sont pas censés utiliser ces logiciels-là pour cibler les pays de cette alliance-là. Ils font partie quand même de cette alliance, les Anglais, mais je ne sais pas si ça faisait référence au système, à l'iPhone d'un citoyen d'un de ces autres
dans ces autres pays? C'était un citoyen, je ne sais pas, j'ai que leur nom. Syed Farouk et Tashfin Malik. Donc, Ok. Ça sonne un peu Moyen-Orient, donc c'est ça. ça pourrait mieux passer dans le cadre de ces enquêtes-là. Mais quoi qu'il en soit, ouais, les Five Eyes, c'est ce groupement-là qui fait que normalement, en fait, Israël, pour des raisons d'alliance politique, ils disent on n'utilise pas ces logiciels-là sur nos alliés. T'inquiète pas qu'ils s'en servent quand même, c'est juste qu'ils le disent pas et puis que quand... Notamment quand on connaît l'histoire Pegasus, hein, où il y a des journalistes qui ont été vraiment pistés Piratés. de A à Z. Ouais. Bah, globalement, on a tous sur nous un appareil avec un micro, une caméra, un capteur GPS et toutes nos données sensibles. Le smartphone, c'est devenu le mouchard ultime, si je puis dire, pour ces choses-là. Et l'affaire Pegasus, justement, c'est le nom d'un logiciel espion ultra sophistiqué développé justement par la société israélienne NSO Group, qui justement a voulu détourner à grande échelle contre des citoyens, des civils, des journalistes, etc., pour récupérer des informations. Sauf que ça va plus loin. C'est que ça a infecté, même le téléphone d'Emmanuel Macron faisait partie de la liste des personnes qui se sont fait récupérer. Il y a 50 000 numéros de téléphone qui ont été pris pour cible. Donc ça reste quand même un beau package. Concrètement, Pegasus, ça permet d'infecter discrètement un smartphone. Je pense que je l'ai bien résumé en une phrase. C'est à peu près ça, ouais. Et surtout, c'est sans que l'utilisateur s'en aperçoive. C'est Alors, ça qui est le plus fort. C'est en fait, ouais, Pegasus, c'est un enchaînement de plein de vulnérabilités. L'objectif, c'est de globalement avoir le contrôle sur l'appareil. Donc, que ce soit savoir où tu es, savoir ce que tu fais, parce qu'encore une fois, on parle de micro, on parle de GPS. Tu as même un accéléromètre, tu as un gyroscope dedans, on peut savoir si tu es assis, on peut savoir si tu es debout en temps réel, toutes ces choses-là. On peut savoir si tu es en train de faire du sport, si tu es en train de courir, si tu es en train de marcher. Si tu as d'autres appareils connectés, potentiellement, tu peux avoir des relevés cardiaques. Donc, tu peux avoir vraiment tout un tas d'infos. Pegasus, c'était quoi ? C'était prendre la main sur l'appareil, savoir ce que tu fais, savoir ce que tu as prévu de faire et récupérer des données ou rendre ton appareil inutilisable. C'est-à-dire que tu étais un journaliste, tu avais fait un reportage, tu avais pris un téléphone pour faire des photos et tout, tu arrives à l'aéroport, ton téléphone détruit, toutes les données qu'il y a dessus effacées parce que Pegasus a décidé que tu ne pouvais pas te barrer avec ces informations-là, ce genre de choses. Ce qui est très intéressant pour Pegasus, c'est que je te parlais tout à l'heure de Zero Day, ça en exploitait pas mal pour à la fois l'accès initial sur l'appareil, c'est-à-dire que si tu avais eu WhatsApp, par exemple, une certaine application vulnérable, on pouvait t'envoyer un message qui contenait la vulnérabilité, qu'on appelait une zéro-clic, puisque tu as juste besoin de recevoir le message, mais tu n'as pas besoin d'interaction pour télécharger le malware. Il suffit juste d'avoir WhatsApp installé. Ça téléchargeait Pegasus, tu avais un accès sur l'appareil. Et après, tu avais d'autres vulnérabilités pour prendre le contrôle d'autres applis, pour exfiltrer des données, etc. Ça, c'est fou. Et c'est parce que c'est WhatsApp. Et il y avait iMessage aussi qui faisait partie du package. iMessage, il y a eu même la couche, comment ça s'appelle, la couche d'affichage d'Apple était vulnérable pendant un moment. Je sais pas si tu te rappelles si tu étais avec moi pendant cette période-là où tu avais le bug de l'interface où tu recevais un message particulier, ça faisait tout redémarrer ton téléphone. Ouais, j'ai vu on ça. l'avait fait, on avait rigolé pendant un petit moment parce qu'il y avait un caractère ambigu qui était mal interprété par l'interface et qui faisait redémarrer l'appareil. Il faut imaginer que ça, c'est une vulnérabilité. Bon, c'est rigolo, c'est un peu chiant si tu te reçois 20 messages d'affilée parce que ton téléphone, il fait que de redémarrer en boucle. Mais c'est pas grave. Là, on parle de vulnérabilités qui te permettent d'installer des logiciels et de prendre la main et d'exécuter des commandes arbitrairement sur un appareil. Et pour donner des conséquences concrètes à tout ça, tu vois, il y a beaucoup de journalistes qui ont été ciblés, 180 quand même. Et tu as des exemples comme le journaliste hongrois qui s'appelle Pani et qui a exprimé ses inquiétudes par rapport à la protection des sources, typiquement. Ou tu as une autre journaliste indienne qui s'appelait Rana Ayoub qui a subi du harcèlement en ligne et qui a carrément qui ne pouvait plus voyager après avoir critiqué le gouvernement. Tu vois, c'est tout un tas de choses concrètes qui montrent qu'aujourd'hui, on cible ces gens-là. Il y a toujours une raison et on va voir qu'en fait, parfois, dans certains témoignages, ça peut être pour des choses, on va dire, dites à but tu vois, politique ou sur des choses assez graves. Et il y a des choses qui peuvent être même anodines, qui prennent des proportions de ouf. Ça veut dire que même nous, aujourd'hui, on peut allumer un trigger juste parce qu'on est typiquement activiste sur quelque chose, on est un peu écolo sur les bords et tout. Et on peut allumer un trigger en haut, tout en haut de la pyramide, qui va faire en sorte que notre vie va commencer à être scrutée de bout en bout. Ce que je trouve dingue, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment un dispositif d'espionnage 24 heures sur 24 dans notre poche. C'est clair. Et qu'aujourd'hui, effectivement, si jamais ils veulent utiliser le logiciel sur nous, parce que on est en train d'avoir une conversation dans notre petite conversation bubble là, et ça déplaît aux gens, ou alors qu'on est en train de faire, je sais pas moi, un petit rendez-vous avec son avocat, avec son médecin, il peut tout capturer et tout exfiltrer, quoi. J'ai un témoignage concret d'un truc que j'ai retrouvé sur Internet. C'est Joël, qui était un activiste climatique à Genève. 2 ans après une action pacifique, il a découvert que sa vie privée elle avait été épluchée par l'État.
appels analysés, les impôts, les comptes bancaires examinés, ses déplacements via EasyJet. Tu vois, jusque-là, ça a été fait. Ils ont aussi fiché carrément ses amis, ses proches, tous ceux qui avaient eu une interaction avec lui de près ou de loin. Et honnêtement, le mec, il a dit, il était en colère, il était effrayé. Et pour lui, il était tombé dans carrément ce qu'il disait, un sentiment dystopique qui l'a poussé à modifier ses habitudes. C'est-à-dire que maintenant, le gars, ça l'a profondément affecté et il a des réflexes du style de quand il peut payer en espèces, il le fait, ou carrément, il évite même de prendre son téléphone quand il va peut-être se balader ou autre. Ça, c'est par une folie, précaution, en fait. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, tu deviens parano. Et on parle d'un mec, donc, d'après ce que j'ai compris, qui était juste un activiste pacifique qui a juste fait une action, je sais pas, tu vois, il a peut-être peint une route, tu vois, un truc très basique, très con, j'ai pas le détail de l'action, mais c'est bien expliqué que juste c'était une manif, pacifique. Ouais. Ouais, une manif et tout, et tout d'un coup, tu te retrouves dans l'œil du cyclone, tu sais pas pourquoi, quoi. Il y a eu un scandale qui a éclaté justement par rapport à Pegasus, qui a révélé pas mal de, je vous le disais, de numéros de téléphone qui étaient sur une liste présélectionnée comme des cibles potentielles. Peut-être que Joël, du coup, en faisait partie. Je vous parlais du coup aussi d'Emmanuel Macron qui était peut-être visé ou espionné, mais il y a pas de faits qui ont relaté par rapport à ça. Donc ça, pour l'instant, on ne sait pas trop. On sait que c'était des cibles potentielles de l'attaque, plus ou moins. Il y a eu des journalistes français, d'autres pays. Enfin bref, la liste Les défenseurs des était droits très humains longue. palestiniens, par exemple, aussi, également, qui sont pile dans la target, par exemple, du gouvernement israélien, qui s'est d'ailleurs retrouvé bien embêté quand cette histoire, elle a explosé, en fait, hein, qui a dû un petit peu se justifier par rapport à ça. Et honnêtement, c'est assez flippant. Les mecs, ils ont carrément vu que les caméras s'étaient activées dans des conversations WhatsApp, qui ont vraiment découvert que, en fait, ils étaient épiés depuis le début et qu'ils se sont sentis carrément en danger. Donc, Limite, t'as l'impression que ton téléphone il bug, tu sais. Ouais, c'est Des ça. trucs qui s'allument et tout. c'est ça. Et du coup, je pense que quand tu es dans des positions aussi sensibles, tu sais plus si c'est ton téléphone qui bug ou si en fait, derrière, il se passe quelque chose. Après, la surveillance, elle vient pas que des gouvernements. Nos données intéressent tout autant le secteur privé, parfois avec des conséquences tout aussi inquiétantes. Est-ce que vous vous souvenez d'un petit quiz, un petit test de personnalité qui s'appelle This is your digital life? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Non, ça me dit rien. Non. En tout cas, c'est ce qui a provoqué un scandale emblématique en 2018, celui de Facebook Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, pour résumer peut-être aux gens, c'est une firme britannique de consulting politique qui avait la main sur les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs Facebook à travers le monde. C'est complètement dingue. Et en fait, c'est en 2013, pourquoi je vous parlais de ce quiz-là, qu'un chercheur avait créé un quiz innocent de personnalité. Et Facebook, du coup, qu'il l'a mis sur Facebook, c'était baptisé This is your digital life. Et quelques centaines de millions d'internautes ont accepté de remplir ce questionnaire en autorisant l'accès à certaines informations de leur profil. Sauf que l'application, en fait, aspirait toutes leurs données et celles de leurs amis de Facebook. Et ce qui a fait qu'au final, il y a eu des dizaines de millions de profils qui ont été détaillés, épluchés, constitués à l'insu de ces utilisateurs et que Cambridge Analytica a complètement exploité, quoi. Et ce qui est flippant au final dans ce que tu racontes, c'est que tu peux prendre toutes les précautions que tu veux. Il suffit que ce soit un ami à toi qui fait une dinguerie pour qu'en fait tu sois impacté aussi également. Donc personne n'est vraiment à l'abri. C'est ça qui est ouf. Comme le truc des messages WhatsApp. Tu sais, t'as ton pote qui t'envoie un message parce que participe à ce concours pour gagner une bouteille de champagne et un seau. Bah non, arnaque. Oui. Juste arnaque. On est Donc tu te fais juste pécho, quoi. Mais surtout que Cambridge Analytica, c'était particulier parce que tu as commencé en intro en disant que c'est pas des profils politiques. Ça a été utilisé pour la campagne de Donald Trump à 100%. Après, du coup, derrière, ouais, pour le Brexit, pour la campagne de Donald Trump Brexit, et tout ça. ouais, en mode, voilà, on a toutes les infos. Comment on peut faire de la publicité, comment on peut influencer les gens par rapport à ce qu'ils consomment pour leur faire adhérer plutôt à un parti plutôt qu'à l'autre. Là où nous, ça nous a fait ça nous a un peu embêté, Français et Européens, c'est que tu avais des données de citoyens européens dans le truc. Et bon, comme d'hab, Facebook, ils s'en sont tirés avec un beau procès qui nous a sorti des mêmes grandes doses de Mark Zuckerberg au procès. Ils ont eu une amende. Puis voilà, mis à part ça, ils vont trouver un autre moyen juridique, technologique de continuer à les utiliser, que ce soit avec d'autres firmes qui utilisent et du coup, ils se protègent juridiquement puisque c'est une autre partie prenante qui le fait. Mais voilà, aujourd'hui, il faut être conscient. C'est pour ça que moi, je suis assez casse-pied sur ces sujets-là. Je sais que maintenant, on veut avoir l'air intéressant, on veut avoir l'air de faire des choses, etc. Les gars, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous véhiculez sur les plateformes. Limite, il y a des plateformes, vous n'êtes même pas obligé de mettre votre date de naissance. Si vous le faites, vous n'êtes même pas obligé de mettre la vraie.
Il y en a où tu es un peu obligé. Je parle des impôts, je parle des plateformes gouvernementales, je parle de tout ce qui est sécurité sociale, etc. Les réseaux sociaux, c'est majoritairement du divertissement qu'on se sert pour regarder des mèmes, des réels sur Insta ou pour voir ce que vos potes y font dans leur voyage. Donc, faites attention à ce que vous mettez, encore une fois. Ce qui est mis sur la plateforme, déjà, quand c'est sur Internet, c'est sur Internet pour toujours. Et d'un autre côté, même si c'est pour du flex, etc., il faut se rappeler que ça peut vous desservir autant de manière complètement décalée comparée à ce pourquoi vous avez posté le truc à la base. D'ailleurs, cette collecte de données, elle va servir aussi également, donc, comme tu disais, à modifier un petit peu notre comportement parce que les plateformes, elles font ce qu'on appelle des dark patterns, qui permet en fait pour eux de pouvoir manipuler subtilement nos comportements. Et il y a des trucs que peut-être on ferait spontanément qui on le fera plus de cette manière-là parce qu'on va être manipulé par le prisme de ce qu'on va vouloir nous présenter comme réalité. Et du coup, on n'aura pas forcément les comportements qu'on serait naturellement en droit d'avoir parce qu'on va commencer à être manipulé par rapport à ce qu'on va nous présenter comme information et nos données par rapport à tout ça. On a vu des dingueries, hein, notamment sur les... Et des fois, tu dis plus c'est gros, plus ça passe. On a vu des trucs de fou, notamment sur la première élection de Trump, où il y avait un truc avec Hillary Clinton qui, comme quoi, elle mangeait des enfants et tout. Il y avait des trucs, tu te dis, comment ça peut passer en fait? C'est surtout qu'au bout d'un moment, en fait, tu commences à t'enfermer dans le même pattern, le même cycle avec les mêmes actualités. Et je crois qu'on en a déjà parlé. Bien sûr, le biais de confirmation. On te pousse juste ce que tu as envie d'entendre. Donc, tu vas pas entendre les avis opposés, les avis qui divergent. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut vachement contrôler ce qu'on consomme sur les réseaux. Parce que c'est des trucs tout bêtes, mais pouvoir diversifier son avis, sa culture sur des trucs même qu'on n'aime pas, au moins, ça te permet de forger ton avis initial et d'avoir un spectre plus global. Je pense que ça peut nous permettre de faire un petit débrayement sur tout ce qui est cookies et le suivi en ligne. Parce que, bon, autant ces grosses affaires, et on en a d'autres à vous raconter, vous allez voir, vous n'êtes pas prêts, autant ces trucs-là touchent beaucoup de personnes, mais c'est des grosses instances qui sont touchées. Là, pour ce qui est cookies et les suivis en ligne, c'est des trucs qui nous touchent nous personnellement. Donc peut-être que Cambridge Analytica, vous n'avez pas été touché dans la fuite des données. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut savoir si on a été touché. C'est une bonne question. Je ne saurais pas savoir si tu as un recueil de tous les utilisateurs. Parce Après, tacitement, c'était sur une période qui était assez longue. Et même si on ne l'a pas été, ça ne soustrait pas au bon conseil qu'on a de base sur la publication de ces données, sur le rapport qu'on doit avoir vis-à-vis de ce qui est publié sur Internet. Ah, ça, c'est clair. En tout cas, la surveillance de nos données et de toutes nos activités provient pas forcément d'espionnage ou d'État qui essaie de récupérer nos informations. Elle est aussi beaucoup plus banalisée et quotidienne. Genre, quand tu vas sur ton téléphone, tu vas sur un site, tu regardes des billets d'avion et ensuite tu vas, je sais pas, sur un truc d'actualité et tu vois moins 50% sur ton voyage à Barcelone. Bah, tu te dis, ok, d'accord, je me fais traquer, bah, c'est des cookies. Voilà. C'est clair, ou des fois juste tu parles et puis tu as les pubs qui s'ajustent en fonction. De la demi-heure d'après, tu as la pub pour la carte graphique dont tu as discuté juste avant. On n'est même pas obligé d'aller sur les plateformes pour parler de tout ce qui est sur Insta, etc. On en a fait les frais pendant les JO de 2024, si tu te rappelles. Nous qui sommes parisiens, il y avait quelque chose qui, quand c'est sorti, a fait vivement gueuler notamment Amnesty et les syndicats policiers. C'était la mise en place de la vidéosurveillance algorithmique. Donc en fait, utiliser les algorithmes de détection IA sur tout ce qui est vidéosurveillance pour détecter, faire du suivi de personnes, faire de la détection, je sais pas, d'armes, de comportements potentiellement agressifs, ce genre de choses. C'était vivement critiqué par les défenseurs des libertés. Moi, je trouve à juste titre, encore une fois, je fais partie de ceux qui disent que non seulement c'était pas nécessaire et pas proportionné comparé aux besoins, et que pour moi, c'était surtout ce qu'on appelle un proof of concept. C'était le gouvernement voulait prendre la température pour voir comment ça allait être reçu par le public et comment c'était techniquement viable à long terme si jamais ils voulaient pérenniser cette approche-là. D'ailleurs, ils sont en cours d'essayer de le pérenniser. Bien sûr, bien sûr. Il y a ce truc-là qui a fait jurisprudence et pour pas mal d'autres faits ou pourquoi pas même de généralisation. En ce moment, de toute façon, on est très gouverné par la peur. De toute façon, on le voit. Les fuites de données, c'est beaucoup, je trouve, le terme peur qui va à côté de ce sujet-là. Que ce soit par rapport à nous, les concitoyens qui voulons plus de sécurité, quitte à rogner sur nos libertés, que ce soit même pour un État qui souhaite garder son
son régime en place et qui va du coup régner un peu, qui a peur hein, justement des personnes qui voudraient le renverser et qui seraient dans l'anticipation. Il y a aussi beaucoup cet effet de vouloir anticiper avant que soit des drames arrivent, soit que des méfaits soient commis. Donc tout ça, c'est drivé par ça en fait. J'ai une petite question pour vous. C'est quoi la technologie qui vous effraie le plus aujourd'hui dans tous ces trucs de gouvernance et visionnage, sécurité Qui existe actuellement, tu veux dire? Ouais, qui existe actuellement, qui peut être mis demain en place en France, par exemple. Je pense que c'est la note sociale. En fait, le concept de se dire que tes actions dans la vie de tous les jours peuvent être traquées par un organisme qui peut diriger de manière unilatérale ton accès à certains services que tu utilises quotidiennement, je trouve ça terrible. Ouais, ça, on va en parler. Mathieu, Je pense que la reconnaissance aussi faciale, ça peut un peu flipper. Pourquoi? Pas forcément parce que j'ai des choses à me reprocher, mais on a vu que parfois ça peut... En fait, c'est l'erreur qui peut faire en sorte que ce soit toi qu'on accuse au lieu de la véritable personne parce que il n'y a pas de 100% de taux de réussite. Donc, du coup, on peut tomber sur un biais où en fait, ça tombe sur ta pomme. On le voit apparemment, je sais que dans les reconnaissances faciales, il est dit que les femmes de couleur sont plus sujets à ce que la reconnaissance faciale soit moins accurate ou moins fiable, précise, pardon, ouais, merci pour le terme, et qui fait que ça peut tomber sur quelqu'un d'autre et ça c'est horrible. Le crédit social, c'est ce qu'on a en Chine. Imaginez une société où chaque geste du quotidien, payer ses factures à l'heure, traverser au feu même, bien se comporter en public, serait enregistré et vous vaudrez une note de confiance un peu comme les étoiles d'un chauffeur Uber. Cette vision, on la croirait sortie d'un épisode de Black Mirror. D'ailleurs, le premier épisode de la saison 3, Nosedive, met en scène une jeune femme obsédée par sa note sociale dans une application où tout le monde se note mutuellement avec des conséquences concrètes sur sa vie. Et cette satire diffusée en 2016, qui semblait complètement exagérée, c'est complètement ce qu'on a en Chine. C'est fou. La Chine, je crois que c'est le pays au mètre carré, tu as le plus de caméras au monde, qui est suivi de très près par Londres, je crois. Que Londres, c'est un endroit où il y a énormément de caméras. J'avais toujours cette réputation quand tu allais à Londres. Moi, j'avais été en Écosse où on me disait que, tu sais, souvent, t'allais dans les bars le soir et les gens, ils sortaient un peu bourrés. Et du coup, des fois, il y avait toujours une bagarre entre deux mecs bourrés. Et en fait, les gens, c'était... alors là, c'est plus vraiment des gens... Ça peut être des gens comme toi et moi qui avons un peu trop forcé sur la boisson et qui se mettent sur la gueule pour un truc à la con. Et en fait, je me souviens du mode assez décontracté des gens en se disant ouais, genre c'était un peu banal et de se dire de toute façon les keufs ils sont là dans 2 minutes parce qu'il y a la caméra qui s'est activée du coup, ils connaissent le secteur. Ils vont faire le ménage, quoi. Monaco aussi t'en as pas mal, mais parce qu'à Londres il y a le London Eye, c'est pour ça ils nous regardent tout le temps. C'est ça, excellente blague. Tu vois ce que c'est le London Eye? Non du tout. Le grand bâtiment là, c'est la grande roue. C'est la grande roue. Ah oui, d'accord. C'est la grande roue à côté de Big Ben. Moi j'avais l'œil de Sauron mais... Aussi. C'est moins... Ouais, ça fait un peu plus peur. C'est pas dans le Mordor. La note sociale, du coup, déjà, très bon épisode de Black Mirror. Je l'ai beaucoup aimé. Il est incroyable celui-là. Avec la rousse de... comment ça s'appelle? Jurassic Park, de Spider-Man et tout ça. C'est la fille de... Je sais pas. La fille de qui? Spielberg, non. Non, de Howard, le réalisateur. Ah ouais? Bien sûr. Je savais pas du tout. Ben voilà, tu m'apprends vous savez maintenant. Instant culture. Très bon épisode que je vous encourage à aller voir. De manière générale, Black Mirror, faut pas regarder quand tu vas pas trop bien et tout, parce que c'est rare que les épisodes finissent bien, mais au moins tu ressors en réfléchissant et en transposant ça vachement à ta vie. La note sociale, comme on avait commencé à en parler, moi je trouve que en fait, sur le principe, je me dis que ça pourrait être une bonne idée, en fait. Mais sur le principe, c'est clairement une bonne idée. Oui, et puis ça part toujours d'une bonne intention. Exactement, c'est-à-dire que je pars du principe que toute action qui pourrait permettre aux gens de faire preuve d'un peu plus de civilité devrait être récompensée, et que si tu veux te comporter comme un trou du cul, ça devrait se refléter quelque part. Alors en même temps, tu verras, je vais te dire un truc après. Tu vas te retrouver dans la situation, tu vas te transposer vers toi et tu vas dire non, c'est de la merde. Vas-y, ok. Et du coup, en fait, le problème, et avec toute technologie, c'est transposable à absolument tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, et même sur les épisodes précédents, c'est que en fait, il y a toujours des gens qui veulent détourner le système de son utilisation principale pour en faire des conneries. C'est-à-dire que si tu avais un système qui permettait de se déclencher avec des bonnes personnes, etc., pour répondre à un vrai enjeu de sécurité nationale, il n'y aurait pas de problème, personne gueulerait. Le problème, c'est que ces systèmes-là, ils sont toujours détournés pour des utilisations néfastes, pour, comme Mathieu en a parlé, pour garder un régime en place, pour faire taire des opposants, pour ce genre de choses. Le crédit social, je pense que pour ceux qui ne sont pas renseignés sur le sujet, il faut bien réaliser que
Si vous avez une mauvaise note, c'est terrible. Tu vas payer tes billets pour les transports en commun plus cher. Si tu vas au cinéma, ceux qui ont une mauvaise note, avant la séance, il y a ta tête qui s'affiche dans la salle de cinéma, une par une, de chaque personne avec une mauvaise note sociale dans la salle de cinéma, avec tous les trucs pour lesquels tu as une mauvaise note. Et pire encore, on peut t'empêcher d'acheter des billets de train ou d'avion. Ils ont compté 17,5 millions de personnes qui ont été refusées. Tu perds l'accès à des services publics. C'est ça. Et pire, tu es encouragé à faire de la délation. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un qui traverse pas au passage piéton, au feu vert et qui traverse au feu rouge. Ou qui pisse dans la rue, moi. Ou qui pisse dans la rue, qui pisse contre un arbre, qui crache, qui jette un mouchoir, ce genre de truc. Qui laisse la crotte de son chien, là. Qui laisse la crotte de ça me vénère. Ça, c'est typiquement l'exemple qui me vénère. Putain, ramassez les crottes de vos chiens, bordel de merde. Vous avez un chien, vous avez la responsabilité. Ramassez, prenez la merde et allez l'acheter dans une poubelle ou attendez d'être chez vous. La laissez pas dans un sac sur le trottoir. Fais un petit drapeau sur la crotte. Non, moi, bon, bref, je vais pas. Je vais devenir violent. J'ai attrapé quelqu'un il y a pas longtemps comme ça. Devant moi, elle le fait. Je dis, mais tu fais quoi là? Je dis, tu retournes. On vous encourage, du coup, dans ce cadre-là où vous constatez une incivilité ou un truc comme ça, à dénoncer la personne. Et vous êtes récompensé par des bons points. Ou là, du coup, si tu as une bonne note, tu as des réductions sur les transports, tu as accès à davantage de services, etc. Je trouve ça fou. Alors, mon petit Rewan, sache que Sésame Crédit, qui est du géant Alibaba, note du coup ses utilisateurs, ses acheteurs. Il y a déjà des millions de personnes qui ont été notées, notamment sur leurs habitudes, leurs achats, etc. Sache que si tu achètes des couches pour ton bébé, eh ben, t'es une personne responsable, donc ta note augmente. Parce que ça veut dire que tu as un enfant, que tu en t'as une famille, que t'as une situation stable. T'as une bonne situation. En revanche, si tu achètes préservatif. Non, de la bière, de l'alcool, non? Non, si tu passes trop de temps à acheter des choses de jeux vidéo, par exemple, ta note baisse. Ta gueule. Je te jure que non. C'est une folie. C'est dingue. C'est une folie. T'imagines sur Amazon, à chaque fois que tu fais un panier Amazon, ils te jugent. En mode, gros, c'est ton 3e jeu en un mois. T'as pas un travail quand même? T'as Jeff Bezos qui débarque chez toi, son grand crâne chauve là. T'as pas honte? Ta bibliothèque Steam, tu vois. Ta bibliothèque Steam. Oh non, pitié. L'historique internet. C'est fini. Ta note, elle est à 0. C'est fini. Le slogan, par exemple, est flagrant de ce truc-là sur la note sociale. C'est une fois discrédité, difficile de faire un seul pas. C'est fou d'avoir ce truc-là. C'est le slogan officiel. C'est le slogan. Mais attends, mais c'est quoi? En fait, si t'as des mauvaises notes, qu'est-ce qui se passe? Tu payes plus cher, genre? T'as des malus sur tes commandes? Disons que tu vas être placé sur une liste noire. The fuck. Je te jure, c'est exactement ce que j'ai trouvé par rapport à ça. Après, on parlait de voyager sans ticket, fumer dans un train, ou même promener son chien sans laisse. Tu es jugé par rapport à ça, parce que tu es censé l'avoir en laisse. Moi, il est très bien éduqué, mes chiens sont très bien éduqués. Exactement, moi c'est pareil. Et globalement, ce système, il vise à permettre aux dignes de confiance, et là, je mets des guillemets dans ce que je dis, de circuler librement partout sous le ciel tout en rendant la vie difficile aux discrédités. Mais c'est une folie. En fait, c'est une citation, ça. C'est une folie parce que je me dis, c'est qui l'autorité déjà qui te juge sur ces trucs-là et qui même établit les règles? Bah en fait, tu vois, en Chine, comme tout est centralisé, ça va très vite. Si on part de ce principe-là et qu'on parle pour l'instant de l'exemple en chef, on va dire, c'est que quand tout est géré de manière très verticale, comme l'est la Chine, où il n'y a pas, comme un peu dans d'autres pays occidentaux, avec plein d'outils de régulation, de parlement, de machin, de ceci, de cela, de Sénat. La règle, c'est la règle. Tu vois, on te demande pas ton avis. Là, en Chine, en vrai, il y a un peu un simulacre de parlement de haute, mais tout est géré de manière très verticale. Donc, c'est vrai qu'en fait, comme c'est simplifié, c'est plus facile pour eux de mettre en place ça. Par exemple, chez nous, ça serait surtout, il n'y a personne qui va gueuler. Excuse-moi, voilà, je te coupe. Mais bon, en Chine, tu gueules, de toute façon, tu vas faire quoi, frère? Oui, et ils sont conditionnés là-dessus, en fait. Et je pense que même qu'aujourd'hui, tu demanderais à certaines personnes de la population, ils sont peut-être pour ce genre de choses. Ouais. Il y a quand même, et même nous, des fois, on se dit, ah bah, tu vois, tu le dis toi-même, on voudrait que ceux qui nous emmerdent ou qui emmerdent la vie des gens soient un peu punis. Donc, il y a ce côté un peu insidieux. Mais ce que je trouve intéressant, pour revenir aussi sur ce crédit social et sur l'épisode de Black Mirror, le truc qui est intéressant, c'est de voir comment le comportement des gens change. En fait, vis-à-vis d'une personne en face et tout. C'est que là, on parle pas juste du fait de bien se comporter dans la rue, ce qui peut paraître être une évidence, d'être une personne civilisée, de respecter les règles, etc. C'est qu'au bout d'un moment, je pense que l'épisode tire vraiment la corde jusqu'au bout, mais je pense qu'en fait, ça peut aller jusque-là. C'est-à-dire ne plus être sincère envers une personne, devoir se comporter à outrance
de bonne manière, à outrance vraiment, qui fait qu'on perd toutes les relations humaines et qu'en fait, c'est du bullshit partout entre « Ah, ça va bien » et tout, machin. Mais ça, vous y êtes davantage soumis que moi, dans la mesure où, en tant que créateur de contenu, tu as des gens qui, quand ils apprennent que tu es effectivement une personnalité publique et que tu as un certain nombre d'abonnés, ils vont être plus à même de se comporter correctement et d'aller dans ton sens, de par le fait que tu as une réputation et dans une perspective d'enrichissement personnel. Et inversement, nous, en tant que créateurs de contenu, si on rencontre nos abonnés, des gens qui sont contents de nous rencontrer et qui ont envie de partager un petit moment avec nous et tout, bah, il ne faut pas on soit dans un mauvais jour, qu'on soit pressé ou autre, parce que tout de suite, notre image, elle va être écornée. On a un peu déjà cette... Alors moi, je ne suis pas trop concerné, parce que je ne suis pas méga connu, mais tu vois, pour les mecs méga connus, comme on a pu en connaître, etc. Je pense que à un certain niveau, ouais. Si le mec il dit je suis désolé, j'ai pas le temps, on peut faire un selfie et tout, il y a des réactions en disant ah ouais, c'est vraiment un connard. Donc on a un peu déjà cette image sociale qui est sur la tête de toute personne publique, on va dire. Maintenant, imaginez un contrôle social encore plus abusé où on va mêler le dispositif de vidéosurveillance qui est omniprésente, notamment en Chine, parce que là, on va reprendre cet exemple-là. Les technologies de reconnaissance faciale, la note sociale, ça pourrait permettre de surveiller et de moduler même ton comportement et le comportement de 1,4 milliard de personnes en temps réel. Ce qui rappelle un petit peu aussi le film Minority Report avec Tom Cruise, où ils vont anticiper des pré-crimes qui vont se passer. Globalement, on pourrait peut-être même être là-dessus d'ici quelques années avec tout ça mis en place, ce package mis en place. Alors, l'anticipation des crimes, ça existe déjà. Je crois que c'est dans une ville ou un état du Canada. En fait, les gens qui sont... Alors, c'est un contexte un peu particulier, je ne vais pas dire de bêtises, mais de mes souvenirs. Lorsque tu es déjà condamné pour un crime, tu as un dossier qui existe, et c'est pour les gros crimes, genre, tu vois, agression, meurtre, viol, ce genre de trucs. Et en fait, avec tout le système de surveillance qui est mis en place, en gros, tu peux recevoir un SMS en mode on a détecté que vous êtes plus à même de récidiver, s'il vous plaît, cherchez de l'aide, machin, nanana. Donc, c'est pas dans la punition, c'est plus dans la prévention même, ouais. Et j'ai pas toutes les infos, j'en avais entendu parler il y a quelques années déjà, mais on est déjà dans une étape préventive. Mais qui dit prévention dit surveillance forcément pour détecter un potentiel passage à l'acte. Les gars, aujourd'hui, comment on peut essayer de se prémunir de tout ça, de ce contrôle peut-être même abusif parfois Je pense que déjà, ça passe par des actes citoyens. Notamment, par exemple, en octobre 2022, la ville de Montpellier, elle a fait un vœu municipal explicitant que la ville refusait la reconnaissance faciale. Donc, c'est une première en France. Et ils espéraient même que ça conduirait à ce que d'autres villes aussi suivent le pas. Donc, il y a déjà le fait de dire non, malgré, par exemple, que ce soit l'État qui souhaite pousser ce genre de choses. Si on est contre, en tout cas, de se mobiliser et de faire en sorte que ça bouge au niveau de nos élus, pour faire en sorte que ça fasse effet boule de neige. À côté de ça, sur les plateformes qu'on utilise, et outre le fait de faire attention à ce qu'on poste de manière générale, aux infos qu'on met, ce que j'ai précisé un peu plus tôt dans l'épisode, il y a un moyen légal qui est mis en place pour l'entraînement des IA. Maintenant, il faut que l'autorisation d'exploiter ces données pour entraîner l'IA soit explicite. On en a fait les frais, nous, je crois, sur le dernier mois, où quand tu te connectais à une application Meta, donc principalement Facebook et Instagram dans mon cas, ils te disaient que tu devais, tu sais, pour utiliser tes données personnelles, machin, tu devais payer ou pas. Avec les publicités. Avec les publicités ciblées, etc. Et avant même, tu devais suivre toute une procédure disant que tu ne voulais pas que tes données soient utilisées pour l'entraînement des IA. Donc, tu avais une procédure à suivre, cliquer sur un lien, donner une justification, etc. Ça, c'est des choses qui vont tendre normalement à se pérenniser, se démocratiser pour l'ensemble des plateformes qui sont susceptibles d'utiliser de l'IA, et surtout les données de ces clients, des gens qui utilisent le service pour alimenter les algorithmes. On peut parler de Grok sur Twitter notamment, qui serait susceptible de mettre en place ce genre de mesures. On appelle ça le opt-out, c'est-à-dire je souhaite sortir, je ne souhaite me désengager de ce service-là. C'est ce qu'on a aussi avec toute la réglementation RGPD, notamment par rapport aux cookies, où maintenant on est obligé, vous avez toujours ce bandeau accepter, refuser, ou alors refuser mais s'abonner sur des trucs de publicité ou Le Point ou des sites d'actualité comme ça. Moi, ce que je recommande, c'est de refuser quand on peut, et parfois il y en a certains, ils te proposent pas de refuser, mais au lieu de tout accepter, d'aller dans les paramètres, on va dire, c'est un peu relou. Tout décocher et tout, alors ça casse des fois, il y en a qui sont bien faits. Je pense que ça,
ça mériterait que la loi s'adapte et essaye de pousser à ce que ce soit encore plus facile que de décocher, comme tu l'as dit, sans curseur à l'intérieur. Mais il y en a certains qui te disent, quand tu mets paramétrer le choix ou paramétrer votre choix, il y en a par défaut qui laissent que les minimums nécessaires. Au moins de jeter un œil, tu vois. Je sais que ça fait chier tout le monde, mais au moins de voir si parfois certains sites, comme je le dis, sont bien faits, de juste aller paramétrer, enregistrer vos choix, d'aller regarder les choix qui est proposé par défaut. Et parfois, c'est pas trop mal fait, donc on enregistre nos préférences. Alors sache que pour info, ça c'est illégal de cocher la case à ta place puisque le RGPD stipule que l'acceptation de l'utilisation doit être explicite. Si la case elle est cochée pour toi, ce n'est pas explicite. Tu as ce critère-là et tu as le fait que normalement, il y a aussi un bouton continuer sans accepter qui est présent. Ouais. Donc ça, c'est pas soumis à chaque fois, mais s'ils sont gaulés par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui est la commission française qui régule tous ces trucs-là, et notamment le RGPD, qui est une directive européenne, mais qui est une transposition française. Si elle leur tombe sur le BNS, ça va être amende directe. Ouais, c'est ce qu'ils avaient fait, je te coupe, pardon, sur la suppression d'un compte en 3 clics. Exactement. Que tout le monde ne met pas en place encore aujourd'hui. Non, mais parce que le problème, c'est que, tu vois, le RGPD, tu vois, c'est seulement européen, mais des fois, tu consultes des sites qui sont en dehors de ce spectre-là, qui sont soumis, donc qui sont là, mais qui font soit le minimum syndical, comme tu dis, ou soit qui vont cocher les trucs pour nous, ou soit qui font tout pour nous enquiquiner. Donc, mais tu vois, par exemple, tu as parlé du fait que tu as certains sites où si tu veux ne pas utiliser tes cookies, il faut s'abonner. Bah ça, ils le disent pas. Tu n'as pas une directive aujourd'hui qui dit que tu dois fournir un moyen gratuit de refuser l'exploitation de tes cookies. C'est le cas... je crois pour Le Parisien qui te fait payer tout. Et c'est le cas pour Marmiton. J'ai encore eu le problème hier, tu vois, je voulais faire un cake à la banane, flemme, ce que je fais, je me mets en navigation privée, comme ça au moins c'est juste cette session là. Alors je vais pas non plus, voilà, je vais pas demander aux gens à chaque fois faire navigation privée, VPN, se connecter sur un PC différent, ou tu vois, ce genre de truc là. Mais je trouve qu'il y a pour le coup un effort à faire de la part des sociétés, et qu'elles ont un intérêt commercial à exploiter tes données aussi. On vous a enregistré un épisode pour l'été qui s'appelle la réinitialisation de l'été. Je pense que ça peut être bien aussi de revenir sur toutes les plateformes sur lesquelles on est un peu inscrite, d'aller ne serait-ce que dans les paramètres. Parfois, dans les paramètres, par défaut, c'est laissé à l'avantage, on va dire, de l'éditeur, enfin du site, mais de temps en temps juste de revenir là-dessus et de voir s'il n'y a pas moyen de muscler un peu plus la sécurité de nos données. Bon teaser, il y a beaucoup de recommandations qu'on a fait sur cet épisode qui arrivera là, d'ici les prochains jours, prochaines semaines. Sous le soleil, cet été, vous allez avoir une belle liste de courses, là, pas mal d'éléments concrets pour vous... pour un peu vous détoxifier votre vie. Des choses qu'on a mis en place. Moi, clairement, après avoir enregistré l'épisode, j'en ai parlé à Rewan. Il y a plein de trucs que j'ai mis en place. Donc, ouais, il y a pas mal de petites anecdotes et de trucs qui ont beaucoup de valeur ajoutée, qui coûtent pas grand-chose à être mis en place. Ouais. C'est vraiment sympa. Donc, on a parlé des bons réflexes qu'il fallait mettre en place de notre côté, que vous pouvez mettre en place également chez vous pour justement se prémunir sur les risques d'utilisation de la technologie qui peuvent nuire à vos données personnelles. Il y a des efforts qui sont faits au niveau étatique, au niveau éthique, au niveau régulatoire. On a parlé du RGPD. Il y a pas mal de choses qui sont mises en ce moment en place qui font pas trop de bruit, mais notamment l'arrivée la volonté de l'Europe et de la France de mettre en place ce qu'on appelle un cloud souverain, donc de pas forcément mettre nos données aux États-Unis ou en Asie. Ouais, voilà, chez un tiers qui serait hors zone européenne, simplement parce que, encore une fois, ils sont pas soumis aux mêmes lois. Souvent, il y a des lois en plus qui protègent plutôt leurs intérêts que les nôtres. Le problème étant qu'à l'heure actuelle, des concurrents aux GAFAM, c'est compliqué à trouver. Sur le secteur français, il y en a qui essayent, mais c'est en termes de fonctionnalité, en termes d'adoption à l'international, surtout, c'est très compliqué d'avoir des éléments qui sont comparables. Tout à l'heure, on parlait, tu sais, des choses qui pouvaient nous faire peur, et donc on parlait je crois qu'on parlait de vidéosurveillance, etc. Donc c'était pour moi. Il y a un élément aussi qui me fait super flipper, dont des témoignages sont assez prenants, assez émouvants, c'est l'usurpation d'identité. Ça aussi, tu vois, le fait de récupérer tes données et d'en prendre possession pour te faire passer pour toi. Et tu as un exemple qui s'appelle l'homme de Chaudière-Appalaches, c'est au Québec. C'est un mec, c'est une victime qui a eu 13 fraudes en 13 jours avec 19 demandes de carte de crédit à son nom suite aux fuites de données d'une société qui s'appelle Equifax et Desjardins. C'est des sociétés qui t'aident à vérifier que tu es solvable, tu sais, pour des crédits à la consommation, notamment pour Equifax. Desjardins, c'est connu, je crois qu'ils opèrent en France aussi. Il y a Desjardins aussi également qui est un peu connu. Bon, moi, c'est des institutions que je maîtrise pas trop. C'est beaucoup au Québec, donc c'est pas trop de chez nous. Mais ce mec-là, en 2019, il a eu tout ça. Il a souffert de stress intense.
il a eu des idées noires, des crises de panique et a perdu confiance envers les institutions. Parce que le pire dans tout ça, c'est déjà de te faire dérober ton identité et qu'on essaye de te la mettre à l'envers pour te dérober tout ce que tu as. Et puis il faut se justifier après auprès de l'État en disant mais c'était pas moi en fait. Alors déjà, il faut se justifier. La lenteur de l'État, la lenteur des institutions pour te réhabiliter. Il y a des gens, ils mènent ce combat-là depuis plusieurs années et il y a plein de personnes qui disent que ça fait des années qui traînent des histoires, des casseroles qui remontent à longtemps et qui sont toujours pas réhabilitées, avec parfois des dettes qui ne sont pas les leurs, des amendes à payer qui ne sont pas les leurs. Donc ça, c'est c'est un des scénarios qui me ferait vraiment le plus peur dans ce débat-là sur lequel on est en train de parler, là, de la vie privée, du contrôle, etc. Mais surtout aussi du vol aussi, qui est très, très important. Très récemment, là, mes parents, ils se sont fait choper leur plaque. Clonage de plaques. Ouais, ils sont pris une contravention dans le tunnel de Versailles. Bon, ça, voilà, excès de vitesse, quoi. Mais le lendemain, leur voiture était à Cayenne. Ah bah bien, ils roulent vite, hein. Sans ceinture et tout ça. Ah, pas mal. C'est un jet, le truc. Donc voilà, faites attention parce que c'est plus proche qu'on ne le pense et l'usurpation d'identité peut être très très vite fait. Mais ça peut être téléphone, ça peut être mail. Et ce que tu dis, et ça va parce que là, on a l'impression que ils ont quand même vite réagi, ils ont vite compris qu'il se passait quelque chose. Mais il y en a certains, ils mettent des années. Parce qu'ils la contravention. Oui, mais sauf que le problème, c'est que tu l'as dit, l'État est très très long et pour l'instant. Et en fait, il faut prouver que c'était pas toi. Et d'ailleurs, ils ont dû sans doute payer avant. Pour espérer récupérer l'argent. Ils vont pas payer, hein. Okay. Non, rien du tout. Ils ont porté plainte et maintenant ils attendent certaines mesures parce que pour l'instant c'est en stand-by. Et un truc intéressant et que les gens ont pas forcément conscience, sauf quand ça t'arrive, c'est que c'est très facile de te faire voler tes données et de faire un crédit conso, de cloner tes plaques, etc. Mais quand tu dois prouver que c'était pas toi, mon pote, quand ça t'est tombé sur le dos, c'est ça, ouais. Ça prend un temps. Je rappelle, si on fait un crédit conso, que tu rembourses pas, machin, c'est ton nom, et le temps que la procédure se fasse, t'es interdit bancaire. Donc ça veut dire que tu peux avoir qu'un minimum de cartes. Niveau comment dire, transactionnel, c'est très compliqué. T'as plus de crédit, t'as plus rien. Tu peux plus rien faire jusqu'à ce que la procédure elle soit terminée. En fait, ce qui est ouf, c'est que souvent, par exemple, en France, on parle de présomption d'innocence quand il se passe une dinguerie et c'est ce qui prévaut un petit peu avant d'être condamné. Là, c'est un peu l'inverse. C'est que pour beaucoup, t'es condamné. Et après, tu dois te réhabiliter. Et vraiment, je pense qu'il y a un manque cruel d'accompagnement pour ces gens-là qui vivent vraiment la pire vie qu'ils peuvent avoir, où en fait, au final, tu as ton institution, ceux qui sont censés te défendre et te protéger. Si tu arrives en leur disant « c'est pas moi et je vais essayer de vous le prouver et tout », ça met un temps fou. Et du coup, eux, il n'y a personne pour t'aider. Il y a juste des gens qui attendent devant toi que tu prouves vraiment. Et comme tu l'as dit, il faut mettre des moyens colossaux tout en continuant de vivre ta vie, de continuer à taffer, de continuer à faire machin, mais à traîner dans des bureaux administratifs pour espérer pouvoir prouver, et j'ai dit bien espérer, pouvoir prouver que c'était pas toi. Donc il y a ce côté où tu es seul face à ça et tu es démuni et tu es désemparé. Et il n'y a rien de pire parce qu'en fait, même si tu arrives à te sortir de ça et tu vas mettre des années, tu vas perdre foi en l'institution. Je connais quelqu'un qui s'est arrivé pour info un crédit conso comme ça suite à une usurpation de je sais plus si c'était RIB ou carte bancaire, un truc comme ça, c'était 3 ans de procédure. Ça bouffe une vie. Envoyer un mail. Ça bouffe une vie. Au final, la technologie n'est pas mauvaise en soi. Elle est un outil, elle peut connecter, simplifier, soigner, même protéger. Elle peut aussi trier, manipuler, punir, enfermer. Si on veut éviter que la dystopie devienne notre quotidien, il faudrait poser des limites, reprendre du pouvoir, être plus exigeant aussi, non pas pour fuir la technologie, mais pour l'obliger à respecter ce qu'on a de plus précieux, notre liberté. Merci les sociaux, et à très bientôt dans Bubble. Ciao, ciao. À bientôt.